Culture Switch. Bonjour, c'est Sonia et vous êtes sur Culture Switch. Aujourd'hui, je reçois Aurélia Durand. Aurélia a fondé son propre studio de design où elle fait de la peinture, de l'animation, de la vidéo et de l'illustration numérique. Mais surtout, Aurélia est très attachée à transmettre ses valeurs liées à la diversité à travers son art. Elle le fait grâce à des illustrations qui sont facilement reconnaissables parce qu'elles sont très colorées et pleines de dynamisme. Elle va nous raconter son parcours, nous parler de son art et de la façon dont, bien sûr, parce que vous êtes sur Culture Switch, elle collabore avec les marques. Merci, bonne écoute. Hello Aurélia, comment vas-tu ? Oui, ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait très longtemps. Eh ben, écoute, je suis ravie de te revoir et de te recevoir dans Culture Switch. Donc, toi, tu es artiste peintre, tu es illustratrice, tu es, comment on dit ça ? Artiste, non, graphic designer. Multidisciplinaire. Multidisciplinaire, tout à fait. Et donc, l'idée, justement, c'est que tu vas nous parler de tout ça, tu vas te présenter et nous expliquer ton art et ta façon de travailler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Culture Switch. Je t'écoute. Merci déjà de m'inviter et de présenter mon travail à ton public, ton audience, pour inspirer, pour peut-être parler d'un métier qui est peu connu ou qu'on imagine, qu'on idéalise. Tout à fait. Et que finalement, faire de l'art, c'est aussi être entrepreneur. Tout à fait. Démarcher des marques, faire des contrats, négocier, avoir plusieurs chapeaux. Pas simplement aimer dessiner. Oui, c'est ce qui nous pousse à faire ce qu'on fait dans ce métier-là. Mais il faut aussi savoir gérer une micro-entreprise. Tout à fait. Et si ça ne va pas mentalement, le travail... tout peut s'écrouler. Il faut vraiment être bien dans sa tête pour pouvoir gérer le côté business et le côté art. Alors, comment tu te définis du coup ? C'est un peu compliqué, j'avoue. Alors, on va prendre le prisme de l'art. Donc, toi, t'es illustratrice. Quel est ton parcours finalement ? Alors, mon parcours, quand j'avais 18 ans, j'ai fait une prépa pour préparer les grands concours des écoles d'art. Donc, c'était 1 an. Je l'ai fait à Prépart, c'est à Paris. D'accord. Et donc, pendant environ 1 an, on prépare les gros concours. J'ai préparé ceux de Paris, comme tout le monde. Ouais. C'est les plus prisés. C'est très difficile de rentrer parce que il y a 1500, 2000 personnes qui se présentent. Et c'est un concours qui est haché. Il y a plusieurs parties, 3 parties. Donc, c'est quand même assez difficile. Mais en dehors de Paris, il y a aussi des écoles qui sont très bonnes. Et les concours sont un peu moins difficiles. D'accord. Et puis les profs, c'est un peu les mêmes que ceux de Paris en fait. C'est juste que, en fait, faut accepter d'habiter ailleurs que Paris. Ok. Donc toi, en tout cas, c'était Paris. Non, en fait... T'as pas préparé... J'ai préparé Strasbourg, Orléans, Dijon. D'accord. Il y avait plein d'autres... Il y a Amiens, il y a toutes les autres grandes villes. D'accord. Moi, j'ai fait Dijon et j'ai été prise aux Beaux-Arts de Dijon. Ok. Et j'y suis restée 1 an, ça m'a pas trop plu. Pourquoi ? Parce que je voulais faire quelque chose un peu plus graphique. Et c'était vachement beaux-arts. Ouais. Moi, j'avais envie d'apprendre un peu plus d'autres choses. Et donc, du coup, j'ai préféré l'école
d'Orléans. D'accord. C'est l'ESSAD d'Orléans. Ok. Et là aussi, il fallait faire un autre concours en 2e année. Waouh. Donc là, tu vois, mes études, c'était aussi une façon d'entreprendre Ouais. déjà, c'est-à-dire je forgeais déjà ce que j'allais faire plus tard, Ouais. après ces 5 ans d'études. D'accord. Donc voilà, donc j'étais motivée, j'ai repassé les concours et j'ai fait Orléans et j'y suis restée jusqu'à la 5e année. Ok, là, tu t'y es vraiment plu. Ouais, plus, c'est un peu un grand mot, mais j'ai appris beaucoup de choses sur le visuel, tout ce qui est visuel, graphisme. J'ai fait du design de produits. Enfin, c'était assez beaucoup de choses en fait. Et ça se reflète aussi dans mon travail d'aujourd'hui. Faire de l'illustration, faire de l'animation, faire des objets, penser à plus grande échelle, faire des livres. Ça se retrouve, oui, parce que j'ai fait aussi, ma formation, c'est pas de me spécialiser vraiment, mais de voir plus grand. Et en fait, on peut être très bon en dessin, avoir une technique, mais ce qui est cool dans les écoles d'art, c'est d'apprendre à maîtriser sa créativité et de l'adapter pour plusieurs supports. Par exemple, la photographie, la vidéo. Donc, vraiment, on développe sa créativité mentale, comment créer des concepts, design, comment... Et qu'est-ce qu'on vous apprend justement par rapport à la créativité, de façon un peu concrète pour comprendre? Oui, c'est vrai, c'est un peu abstrait. Non, il n'y a pas de souci, mais comme je ne suis pas dedans. En fait, tout simplement, on nous donne des sujets. Par exemple, c'était un sujet sur la mobilité dans la ville, créer un espèce de stand et créer un service autour de ça. Donc, tu crées un mobil-home, mais donc c'est un peu de l'architecture, tu vois. Donc, tu dois faire des dessins, des maquettes en papier. Après, tu peux faire des dessins 3D. Et puis inventer un concept, c'est-à-dire ça va être quoi, on va vendre des glaces ou on vend je sais pas, qu'est-ce qu'on va créer comme lien avec les gens autour, le public. D'accord. C'est sur la place publique, donc c'est assez il faut apprendre un peu les choses sur l'urbanisme, et puis aussi les règles de où est-ce qu'on peut mettre ce mobil-home dans la ville. Donc voilà, ça prend beaucoup de choses. La créativité, donc imaginer quelque chose, puis après, ça devient un peu plus concret. Donc les lois, les règles sur la ville, comment les gens vont appréhender, vont utiliser cet espace. Enfin, voilà, c'est... Donc en tout cas, c'est en fait finalement créer un concept, mais pas rester non plus trop dans le domaine, je vais dire, de l'abstrait. Oui, voilà. Donc, des fois, c'était très réaliste, mais en même temps un peu utopiste parce que, ça va peut-être pas exister, mais en même temps, c'est pour nous pousser à être créatifs, c'est-à-dire de prendre un projet de A à Z. C'est-à-dire, t'imagines le dessin, ok, cool. Maintenant, où est-ce que tu mets dans la ville? Là. Ensuite, tu dois connaître un peu les règles de la ville, l'urbanisme, toutes les régulations, tu vois. Donc, tu fais des recherches sur ça. Après, ça va être quoi ton service? Tu vends des glaces, donc quel type de glace? Ou je sais pas, enfin, voilà, donc c'est ça, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Tout à fait. On crée un concept. Donc, voilà, donc c'est assez lié aussi à l'art, parce que... il faut que tu crées un dessin, quelque chose d'original qui puisse attirer l'œil. C'est un concept, tu vois. Donc, après, donc, tu fais des recherches, tu vas dans la bibliothèque, tu regardes des architectes, les dessins. Voilà, donc c'est quand même assez complexe comme projet qu'on doit faire. Ok. Donc t'as trouvé ça difficile ou t'étais comme un poisson dans l'eau? Ouais, c'est engageant, c'est cool. Et puis moi, j'adorais faire les dessins, faire les maquettes, faire des rendus 3D. Puis après, tu présentes à tes profs et tu dois vendre
l'idée, tu Oui. vois. Donc, tu dois être convaincant. Et c'est ce que je fais aussi encore Aujourd'hui, aujourd'hui. hein, Ouais. quand tu proposes tes Mhm. concepts. C'est hyper intéressant. Donc, en tout cas, tu fais ces 5 années, c'est ça. Ouais. Et après, Bah, j'ai fait mon Erasmus à Copenhague, Voilà. au Danemark. je m'en Donc, souviens de ça. Et du coup, en fait, j'ai rencontré quelqu'un ça m'a poussé à rester là-bas. Donc, j'y suis D'accord. restée pendant 8 ans. Quelqu'un un amoureux ou... Oui, un amoureux. Ah, ok. Et je suis restée à Copenhague. Et là, ça a vraiment changé ma vie. Dans le sens où déjà, j'ai parlé anglais, j'ai appris aussi le danois. D'accord. Et le design scandinave aussi, c'est très épuré, c'est recherché, c'est très connu aussi. Oui. Et donc, du coup, ça m'a inspiré. Et puis, le style de vie aussi. Proche C'est-à-dire de l'eau, Ouais. faire du vélo. Il y a le mot hygge qui veut dire cosy. Donc, c'est un art de vivre aussi. À l'intérieur, tout est bien fait avec des bougies. Le design intérieur, c'est vraiment agréable. Donc, D'accord. parce qu'il fait nuit et non assez tôt, Ouais. l'hiver. C'est Et, pas froid la aussi. ville où il y a beaucoup de taux de suicide, justement, parce qu'il fait pas souvent jour. Non. Non, c'est où? Un Je peu sais que c'est plus dans- haut, en Suède, C'est en en Suède Norvège, Ouais, je sais là plus. où en fait le jour, par exemple l'hiver, il fait nuit tout le temps Ouais. et l'été il fait jour tout le temps. C'est Ouais. un peu, Ça fait peur. ouais. Enfin, Mais en tout cas, voilà, Copenhague, c'était bien, c'était cool. Et pourquoi tu t'es orientée vers ce pays? Parce que c'est vrai que bon, les pays nordiques, en vrai, on sait que c'est bien, mais je sais pas, je vois pas énormément de gens, en tout cas autour de moi, s'orienter. On pense toujours à, je sais pas, New York. des trucs ouais, c'est comme vrai. Et ben justement, j'avais envie de Londres. penser à out of the box et ça. Très bien. de faire quelque chose de différent. D'expérimenter quelque chose que tout le monde ne fait pas. Mais évidemment, j'étais la seule qui suis allée de ma promo à Copenhague. D'accord. Et franchement, c'était génial parce que justement, c'est très international. J'ai rencontré beaucoup de gens. La plupart de mes amis étaient allemands, anglais, américains. J'ai rencontré beaucoup d'Américains aussi, D'accord. africains aussi qui viennent, arabes, Asie. C'est assez Donc vraiment très cosmopolite. Ouais, Ok. et ça m'a inspiré beaucoup d'être proche de ces gens-là parce qu'on voyage à travers leurs récits. Mhm. C'est comme si j'ai voyagé au Japon ou que j'avais voyagé en Allemagne. Et c'est très inspirant. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ton art, dans tes illustrations, notamment sur Instagram. On sent que c'est quelque chose qui t'a nourri, cet aspect diversité. Ouais, parce que... alors peut-être que... Alors moi, j'ai grandi dans la banlieue parisienne et Où ça? dans le 91, D'accord. à côté de Évry et Brétigny-sur-Orge. Ah, ok. Et en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai habité à l'île de la Réunion. Mhm. Et quand je suis revenue, j'avais 11 ans. Et, j'ai habité là-bas, mais je ne suis pas originaire du tout. Mon père, il a été muté là-bas pour le travail. Et j'y ai vécu 4 ans. Ok. Un peu toute mon enfance, enfin l'enfance que je m'en rappelle, tu vois. Et donc après, je suis revenue, j'avais 11 ans à Paris. Et c'est vrai que c'était un choc parce que La Réunion, c'est très multiculturel. C'est vrai. Ouais. Les gens, la culture, c'est un brassage avec l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Même ça se retrouve dans les plats et tout. Et à l'école, c'était incroyable, quoi. Quand je reviens, c'était assez... quand je suis revenue à Paris, à Bretigny, c'était assez segmentaire. Les gens se mélangeaient pas. Ah, ok. Tu vois, et moi, en tant que métisse, j'étais pas avec les Noirs, j'étais pas avec les Blancs, et j'étais assez rejetée, tu vois, genre, j'étais pas entre les deux. Et mes amis, c'était mes amis c'était mes voisins, en fait, que je connaissais depuis que j'avais 3 ans, parce que j'ai pas déménagé entre-temps de La Réunion. Mhm. Et donc, ouais, je me suis quand même sentie un peu... Enfin, c'était pas les meilleures années pour moi, le collège. C'était assez bizarre. Et j'avoue que, en plus, j'ai toujours été une personne très créative. Et moi, le système scolaire, ça m'a pas toujours plu. Enfin, on mettait pas en valeur la créativité. Plutôt, faut faire des maths, soit des lettres. Et moi, c'est pas...
Tu t'es pas retrouvée là-dedans. J'ai été moyenne, même parfois nulle en maths, parfois nulle en français. Et en fait, c'était pas un système qui me convenait à moi. Et quand je suis allée en école d'art, là, ça a changé ma vie, quoi. Parce que j'ai réussi à m'épanouir, à trouver ma place et à rencontrer des gens qui me faisaient voyager à travers leur récit. Voilà, des gens qui venaient du Japon, des États-Unis. Et cette mixité, elle m'a rappelé celle dans laquelle j'ai grandi pendant mon enfance à La Réunion. Tu vois ? Parce que ici, on a l'impression, en tout cas, que dans les écoles d'art, c'est très blanc, si je peux me permettre. Oui, c'est très blanc, en fait. C'est vrai, c'est assez bizarre ce que je dis. Parce qu'en France, dans l'école où j'étais, on était genre 2 ou 3 noirs ou métis, tu vois. Et il y avait beaucoup d'Asiatiques. Mais eux, ils venaient juste pour étudier, puis après, on retourner dans leur pays. Et justement, ce fait-là, ça a provoqué en moi la recherche de mon identité multiraciale. Et j'ai commencé à me poser des questions, tu vois. Mais j'arrivais pas trop à le faire parce que mes profs étaient tous des personnes âgées, 70 ans, 60 ans. Et ça leur parlait pas les sujets. Parce que souvent, on avait des projets, comme je t'ai dit, où on devait faire de A à Z un projet. Ou sinon, on avait des projets personnels. Et moi, les projets personnels, c'était toujours sur la question de mon identité multiraciale. D'accord. Et oui, c'était compliqué. Et du coup, j'ai dû mettre de côté. Et quand je suis sortie de l'école, c'est là que je me suis remis dessus. D'accord. Et bizarrement, à Copenhague, l'univers que je m'étais créé était très multiculturel et m'a rappelé mon enfance, comme je disais. D'accord. C'est hyper intéressant. Ouais. Après Copenhague, donc Copenhague, 8 ans. Ouais. Et là, du coup, t'étais plus étudiante. Non, c'était... Tu commences l'entrepreneuriat. Je commence l'entrepreneuriat malgré moi. Ah. Parce qu'en fait, après l'école, j'ai eu mon master en design de produits. Donc, je pouvais bosser dans un studio pour un designer en tant qu'assistant. Mais j'ai jamais trouvé. Surtout, je sais pas pourquoi. Parce que peut-être mon portfolio, il reflétait pas vraiment... mon envie, je me cachais à moi-même qu'en fait c'était l'illustration, le dessin que je voulais faire, mais comme j'avais jamais vu de gens qui réussissaient dans leur vie financièrement avec le dessin, je me suis dit non, enfin ça va pas marcher, tu vois. Ouais. Mais bon, comme je trouvais pas de travail, et malgré moi j'ai dû monter mon truc parce qu'en fait c'était soit je faisais de l'art ou soit j'en faisais pas et j'allais vivre triste toute ma vie, quoi, clair. tu vois. Ouais. Et t'avais tout construit pour faire ça en plus, donc il n'y avait pas de raison. Mais je voyais aussi que tous mes camarades de l'école, ils faisaient pas du tout. Ils n'arrivaient pas, ils n'ont pas réussi ni à trouver un job, ni. Très peu d'entre eux ont réussi à trouver des jobs. D'accord. Et donc ça aussi, ça me révoltait. Je me disais putain, mais c'est pas possible. Je vais sûrement finir comme eux. Il faut que je me batte. D'accord. Et donc tu choisis l'entrepreneuriat. Alors, comment ça se passe ? Comment tu t'y prends ? Comment ça se passe ? Alors, je vais à des événements à Copenhague, des espèces de meet-up. Et puis, je rencontre un Norvégien avec qui on travaille sur un projet. On gagne le concours, le projet sur lequel on avait bossé. Et donc, du coup, ça nous motive. Donc, c'était quoi ? C'était un concours ? C'était un concours. Fallait faire une idée pour la mairie de Copenhague. C'était une solution de parking à vélo. D'accord. Donc on a fait ça et en fait on a commencé à construire une entreprise autour de cette solution-là. On a vendu notre service à un des plus gros festivals de musique, la Roskilde Festival. Excellent. Donc ça nous a boosté. Et puis moi j'ai trop appris en fait. Parce qu'à l'école d'art, t'apprends pas comment
Comment gérer, vendre, non? être dans le business, quoi. Voilà, c'est ça. Le côté business. Et mon partenaire, qui était norvégien, lui, il avait fait une école de business. Donc, on avait on Vous était étiez une bonne team. complémentaires. Ouais, voilà. Donc, moi, je faisais le design et lui, il était relationnel. Il trouvait des idées et puis il faisait le business plan, quoi. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Il m'a beaucoup inspirée et j'ai beaucoup appris avec lui. Bon, après, le projet n'a pas abouti pour des raisons financières. On n'était plus intéressés et puis on a dû se quitter au bout de 2 ans. D'accord. 3 En tout cas, belle aventure déjà. Ouais, ça m'a montré que Il y avait des choses à faire et qu'il y avait un potentiel. Excellent. Ouais. Ok. Et même si ça n'a pas marché, j'étais un peu déprimée. C'était un échec quand même. Mais je me suis dit, non, mais il y a quand même un autre truc. Et alors, comment tu rebondis? je rebondis tout simplement avec le dessin. Parce que je me remets à dessiner et là, je poste des images sur Instagram. Ouais. En fait, c'est parce que ça faisait 5 ans que j'habitais au Danemark et que je commençais à être un peu déprimée du temps, d'être loin de ma famille, de mes amis, parce que c'était quand même un sacré sacrifice de tout quitter en France et de vivre dans un autre pays. Ouais. Et j'avoue, j'avais le mal du pays. Et du coup, j'ai commencé à dessiner et à me remettre sur la question de mon identité parce qu'il y avait vraiment cette question d'identité au Danemark aussi. À chaque fois que les Danois me voyaient, ils me disaient « Mais alors, tu vas rester longtemps ici ? Est-ce que tu penses que c'est vraiment ta place ici ?» Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on ait envie de vivre dans leur pays, tu vois. C'est vrai. Ouais. Et à chaque fois, j'étais rappelée, alors que ça faisait longtemps que j'habitais là et que je faisais quand même des efforts pour parler danois et tout. Ouais, pour t'intégrer, comme on dit. Mais j'ai compris aussi qu'il fallait assimiler. C'est-à-dire perdre une partie de soi pour pouvoir être vraiment intégré dans la culture. Et moi, en fait, comme j'étais dans une crise aussi identitaire, j'étais pas prête pour ça. Parce que je savais pas qui j'étais totalement, parce qu'il y avait cette partie de moi, mon héritage africain, que je ne connaissais pas suffisamment, que j'avais pas assez digué. Et avec mon art, c'était une façon pour moi d'être en relation avec cette partie que j'ai pas forcément grandi avec. Et donc tu te lances sur Insta. Moi, c'est comme ça que j'ai connu. Je me lance sur Insta. Je mets, là, c'est mes premiers dessins, de personnages noirs entourés de couleurs. L'idée d'attraper le regard avec des couleurs vives, des personnages noirs, donc ça fait des contrastes. Et raconter des histoires aussi autour de ces personnages-là. Et là, ça attire. Ma communication est plutôt en anglais. Et donc, ça attire surtout tout ce qui est pays anglo-saxon. Et eux, alors la communauté afro-américaine ou afro dans le monde, a vraiment accroché avec mon histoire et mes visuels. Parce qu'on ne voyait pas trop d'images comme ça. Exactement. À l'époque. Et du coup, c'est grâce à cette communauté-là que j'ai réussi à avoir des articles, des gens qui ont écrit des articles sur mon travail. Dans quel magazine? Parce que je sais qu'il y a des gros trucs là. En vrai, je me rappelle plus trop. Bon, je sais qu'il y avait un article dans Afropunk. Oui, Afropunk. Il n'y a pas eu un truc dans Forbes ou quelque chose comme ça? Je crois que j'ai vu quelque chose comme ça, parce que je sais plus. Non, j'avais pas Forbes. Ok. Et après, il y a plein de petits blogs qui ont parlé de moi. D'accord. C'est des petits blogs, mais finalement, ils ont eu beaucoup de pouvoir parce que ils ont... Ça a fait remonter le truc, quoi. Ouais, ok. Et après, du coup, il y avait des directeurs artistiques de grosses boîtes comme Facebook, Apple, qui ont lu et qui se sont dirigés vers mon site web ou sur mon Instagram et qui m'ont contacté. Excellent. En fait, ça c'est, on va dire, du moment où j'ai posté mes premières images jusqu'à ces gros jobs, il s'est passé 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est rapide.
Ah oui, c'était super rapide. Ouais. Mais pour cette raison, c'est que on a vraiment beaucoup parlé de moi. Ça allait au-delà de moi. Enfin, je sais pas, c'est C'était incroyable, quoi. précurseur finalement. C'était plus... Ouais, j'étais pas aux manettes de ça. Voilà, c'est comme ça. Après, je pense que les gens, ils ont vachement accroché. Les dessins, ça leur a plu. Il y avait vraiment un truc original qui a fait que direct, ils ont accroché. Voilà. Ok. Donc là, ça se passe comment, par exemple, avec Facebook? Ils viennent, ils t'écrivent sur Insta, ils te disent... Pas sur Insta, ils m'envoient un mail sur mon site web. D'accord. Et en gros, ils me demandent si je suis intéressée pour faire des jobs. C'est quoi les jobs? Alors, il y a des trucs qui sont internes pour leur entreprise. Mhm. Parce que voilà, ils ont des bureaux un peu partout dans le monde Ouais. et ils aiment bien aussi animer, faire des workshops, je veux dire, créer des choses pour leurs employés. D'accord. Artistiques, des activités, ou même ok. mettre des posters dans leur bureau, tu vois. D'accord. Donc, ils m'ont demandé de faire des posters pour leur bureau pour Black History Month. Oh, waouh. Donc voilà, donc ça c'était dans tous les bureaux, dans tout le monde. Ok. Et puis après, moi, ils m'avaient aussi invité de venir dans les bureaux de Facebook Irlande, à Dublin, Mhm. pour juste parler de mon travail, pour inspirer leurs employés, quoi. Ouais. Ça c'est cool. Ils ont vraiment une culture de... aux États-Unis, dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, Google, Facebook, peu importe, des boîtes de tech, ils aiment cette culture artistique. C'est plus mis en valeur qu'ici. Ouais, vraiment. Ok. Parce que du coup, j'ai eu plus de jobs aux États-Unis qu'en France, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Hein. Et on me demande de venir, d'intervenir, de parler de mon travail dans ces boîtes-là, de faire des workshops, de faire des dessins avec les employés. C'est un autre management aussi, donc je pense que dans les boîtes françaises, et du coup, voilà, on est aussi tourné quelque part plus vers le développement personnel, mais aussi la façon justement, comme on a beaucoup parlé, de développer la créativité des salariés, tu trouves pas? Oui, ils veulent développer la créativité de leurs salariés et je pense que ça marche bien parce que c'est les plus grosses boîtes du monde. Donc, ils y voient un intérêt de prendre des gens comme moi pour venir et d'intervenir. Alors qu'en France, on ne le voit pas forcément. On pas. Dénigre un peu ce côté-là. Alors que c'est comme je dis, moi, pendant mon éducation, je me suis pas retrouvée dans ce système où on met les lettres et les mathématiques en avant. Alors que la créativité, c'est aussi essentiel dans la vie. Tout à fait. Pour tout. C'est trouver des solutions, penser out of the box, être... J'ai l'impression en France, on veut nous mettre dans une espèce de case, on doit être des moutons, et si on pense un peu différemment, ah bah non, voilà, tu vois. Ça marche pas. J'ai vraiment cette impression-là. Et c'est pour ça que je me suis jamais sentie épanouie aussi dans le système français, et que j'ai dû aller super loin pour pouvoir me trouver moi. Parce que si j'étais pas partie au Danemark, ça se trouve, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Je me suis sentie plus forte, plus courageuse à atteindre des buts que jamais je me serais fixée. Et souvent, même à l'école, on me disait, de toute façon, c'est une fille, elle va pas vouloir faire plus, quoi. Déjà, on était dans cette optique-là. Ouais. On nous disait que j'étais pas plus courageuse. Et maintenant, j'ai prouvé le contraire en partant, en quittant tout. Et d'ailleurs, ça m'a donné une force aussi de tout quitter, ma famille, mes amis, pendant toutes ces années. Ouais, parce que c'est pas évident. Et je trouve ça... si c'était à refaire, je le ferais. Et même là, j'ai envie de repartir parce que je vois à quel point c'est stimulant pour la créativité, même pour soi-même, en tant qu'être humain, d'apprendre en fait constamment. D'accord. Ça, c'est génial. C'est excellent. Donc, en tout cas, ta relation avec les marques, elle commence comme ça. Et après, tu as fait d'autres projets avec les marques. Oui, alors, au début, nous, c'était plutôt la tech. Ouais. Et après, ça m'a aussi donné une espèce de validation, on va dire. Genre, voilà, elle bosse avec ces grosses marques. Donc, du coup, il y a de plus en plus d'autres marques qui sont venues vers moi. Et, lesquelles? Quelques-unes, s'ils ont quelques-unes.
En France, j'ai travaillé pour France 2, Arte. J'avais aussi, c'est plutôt des animations que j'avais fait pour des documentaires. Oui, je vois. Et puis pour aussi le générique de la série Il a déjà tes yeux. Ah sur oui, France oui, 2, oui, j'avais oui. fait le début. Ouais. Excellent. Ouais. Et après, il y avait des murs, des fresques dans Paris. J'en ai fait un à Ménilmontant en 2019. Ça fait pas longtemps, ouais, ça je m'en souviens. Ça se passe comment concrètement? C'est la mairie de Paris qui te contacte Non, en fait, c'est des associations qui sont déjà en contact avec la mairie de Paris et qui sont venues vers moi. Enfin, l'association, c'était Art Azoy, qui est basée à Ménilmontant. Ok. Et donc, ils ont un le mur. 20e. Ok, ouais. Ils Le ont un grand mur, mur ouais. qui descend. Qui descend, ouais. Mais attends, donc ça veut dire que toi, tu vas peindre tout le mur toute seule comme ça? Mais j'étais pas toute seule parce que comme c'est une association, ils ont des assistants qui, en fait, à l'école, ils ont besoin de faire un stage et ils font ce stage-là avec un artiste. Donc c'était des jeunes, mais c'est cool aussi parce que... Donc tu les supervises, c'est un peu comme si tu les formais. Ouais, c'est vrai, mais même moi, je me formais moi-même parce que j'avais jamais fait un mur. Et c'est ça aussi la beauté de mon travail, c'est que à chaque fois on me demande, souvent en vrai c'est vraiment les gens qui viennent vers moi et qui me demandent de faire un tel projet, mais moi je les ai jamais fait ces projets parce qu'en fait ils arrivent à voir avec ton mon potentiel. Travail. Mais toi tu pourrais faire un mur, et moi dans ma tête je me suis jamais dit tiens je vais faire un mur, non, on est venu vers moi, on m'a dit essaye, et donc j'ai fait ok. Et comme j'aime les challenges, je l'ai fait et c'était cool. J'ai appris beaucoup de choses en même temps. Et donc, comment tu t'y prends? Comment tu te dis, ouais, je vais faire telle ou telle fresque? Enfin, j'imagine, il y a plein d'implications. C'est, voilà, enfin, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Tu dois choisir ton matériel, ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, souvent, comme c'est des associations, eux, ils connaissent déjà. Ils ont déjà des trucs... Mais comment tu imagines, toi, la fresque que tu vas faire sur le mur? J'utilise mon logiciel After InDesign, Illustrator. Ok. Et donc après, je prends des photos. J'ai des plans en fait du mur, et donc je fais déjà une simulation de comment ça. Non, j'ai déjà un plan de ce que je vais faire en fait. D'accord. Et on utilise un projecteur la nuit pour projeter le dessin, et après on recopie, et ensuite après on part. Et ça représente combien? C'est énorme, hein. Ça représente combien d'heures de travail? Pour le mur de Ménilmontant que j'avais fait, c'est 45 mètres de long, 2 mètres de long, 2 mètres de hauteur, ou 3 mètres, ça dépendait des endroits. Ouais. Oh non, ça a mis, on va dire, 2 semaines et demie. D'accord. Ouais. C'est énorme. Après, comme c'est dehors, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Ouais. Si c'est pas l'été, ça prend du temps à sécher, donc il faut aussi attendre le temps de séchage, et si jamais il pleut, on peut pas y aller. Donc voilà, il y a ça aussi à prendre en considération. Et c'est des projets qui sont cool. Parce qu'en fait, c'est en équipe, mais la plupart du temps, moi, je suis seule en fait dans mon studio. C'est ça, toi, tu supervises. T'es vraiment plus que la chef de projet là-dessus. Oui, j'avoue. Mais moi, j'aime pas trop parce que... Pourquoi? J'estime que les gens qui m'aident, ils font partie aussi du travail. Non, oui, c'est sûr, mais c'est toi qui impulse un truc. Donc je montre ce qu'il y a à faire, mais je suis pas trop directive non plus parce que voilà, j'ai envie que les gens passent du bon temps aussi à faire, parce que j'ai remarqué que souvent les gens qui m'aident, ils aspirent aussi à devenir ça, et donc du coup tu as aussi envie de les aider, de les motiver, que c'est possible, les motiver. J'ai pas envie d'être trop directive, dire non, tu bosses pour moi, faire la star, non. Ça c'est toujours en ligne avec tes valeurs de transmission aussi, de valeurs et tout ça. Je pense qu'il faut être humble, et puis que c'est un métier aussi où tout peut retomber. C'est ça aussi, c'est que les gens viennent vers moi. Des fois, je démarche aussi, mais il y a des moments où tu as beaucoup de travail et tu as des moments où tu n'en as pas beaucoup. Ouais. Ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. C'est moins facile. Et puis, c'est le karma aussi. Tu vois, t'as pas envie
d'avoir des mauvaises relations parce qu'on sait jamais, tu sais, les gens avec qui on bosse, ça se trouve, un jour, t'auras besoin d'eux. Exactement. Et donc, c'est peut-être, ils commencent peut-être maintenant, mais ça se trouve, bientôt, ils seront PDG d'une entreprise. Et voilà, donc il faut toujours créer des bonnes relations. D'accord. Alors. Et donc, on parlait on parlait tout à l'heure de la façon dont on t'a appris à l'école à stimuler ta créativité, à développer ta créativité. Est-ce que ça a changé maintenant par rapport justement à tous ces projets ? Par rapport à comment Est-ce que la façon dont tu développes ta créativité, elle a évolué ? Parce que maintenant, tu es plus senior dans ce que tu fais. Tu as fait plein de choses différentes. Tu fais des fresques, tu fais des illustrations, tu bosses avec des boîtes. Est-ce que ça a évolué la façon dont tu développes ta créativité ? C'est plus rapide en fait. D'accord. C'est-à-dire ? J'ai déjà des idées, je prends moins de temps à développer mes dessins, ma créativité, imaginer des choses parce qu'en fait, c'est ce que je fais tous les jours, donc ça vient naturellement, assez rapidement, quoi. Donc c'est nourri, on va dire naturellement. Ouais. Tu nourris ta créativité naturellement. Après, c'est important aussi, à côté de tous ces jobs pour les marques et tout, de développer des projets personnels. Bien c'est sûr. là aussi que tu nourris ta créativité, que tu vas faire d'autres choses, que tu te challenges toi-même. Et moi, je prends ces projets-là sont aussi importants que... Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Par exemple, tu as parlé de livres tout à l'heure. Alors, les livres, pour moi, c'est quand même des commissions, des jobs. D'accord. Parce que, en fait, la plupart du temps, moi, je travaille avec des maisons d'édition. Donc, on va dire, le premier livre que j'ai fait, c'est This Book is Anti-Racist. Et en fait, à la base, je ne cherchais pas à faire un livre ou quoi. En fait, c'est un éditeur d'une maison d'édition qui est venu me parler. Il m'a dit alors en fait, j'ai une idée d'un livre et je pense que tu es la bonne personne pour faire ce livre. J'ai déjà trouvé un auteur. Quand est-ce que tu es disponible pour commencer le livre ? Et on aura besoin de quelques visuels pour pitcher à notre team. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. C'est un éditeur en France ou c'est un éditeur anglais américain. Ok. Et avec qui je bosse encore aujourd'hui. Donc c'est des bonnes relations. Déjà, This Book is Anti-Racist, il s'est vendu à 300 000 exemplaires en Angleterre et aux États-Unis. Et il a été New York Times best-seller. Excellent. Donc c'est un premier livre qui est quand même un bon succès. Et un succès, on est surpris, quoi. Mais c'est un succès qui est arrivé à cause de la mort de George Floyd. Oui, c'était pendant George Floyd. Les manifestations Black Lives Matter. Oui. En 2020. Et donc là, le livre, il était out of stock, en rupture de stock sur Amazon. Ils ont dû refaire. Non, il s'est vendu très bien. Et en fait, pareil, ça a validé un peu ma présence dans le marché du livre, aux États-Unis surtout. Enfin, le marché anglo-saxon en fait. D'accord. Ce qui m'a permis de... Donc là, depuis ce livre-là, j'ai fait This Book is Feminist, This Book will save the planet. C'est très engagé à chaque fois. Hein. Ouais. Et après, il y avait il y en a 2 autres que j'ai fait, Dance for Joy. Moi, je suis l'auteur de ce livre-là, avec une autre maison maison d'édition, qui est basée à San Francisco. Ça s'appelle Chronicles Book. Ok. Et là, je travaille encore sur mon propre livre. Justement, j'écris pour inspirer les jeunes à entreprendre l'illustration ou l'art en tant que métier. D'accord. Voilà. J'aime bien cette idée parce qu'en fait, pour moi, c'est trop important de dire que, justement, j'ai tellement souffert de ne pas trouver ma place dans le système scolaire
parce que c'est un profil tellement atypique et qu'on Oui. met pas en valeur la créativité, Oui. que pour moi, c'est tellement important de dire, mais attends, mais si tu sens dans ta vie, à tes 12 ans, que tu t'es fait pour l'art, bah, tu devrais continuer. Enfin, tu vois, Exactement. et il y a des façons de faire pour pouvoir réussir. Souvent aussi, les parents, ils sont là, non, mais je sais pas, peut-être, machin, mais si t'essayes pas. Et puis, justement, t'as C'est-à-dire, 12 ils ans, avaient peur, c'est ça? peut-être. Moi, mes parents, ils ont pas eu peur. Ils ont vu direct que c'était mon truc. Donc, ils m'ont toujours Ils poussé à t'ont faire. poussé à le Voilà. faire. C'est bien, déjà, c'est une chance. Ça, c'est hein. sûr. Et parce que, bah voilà, il y avait que ça qui m'animait dans ma vie. Ils l'ont vu depuis que je suis assez Depuis petite pour que t'étais savoir petite. qu'il n'y a pas d'autre truc, quoi. Ok. Ils n'avaient pas peur. Je pense qu'ils voyaient aussi mon côté persistant, mon côté courageux, plus que tous les autres gens qui ne l'ont pas vu, en fait. C'est le plus Tu vois, important hein, que tes proches croient en Ouais, toi parce qu'après, l'entourage, effectivement, c'est trop important. ils t'encouragent à aller dans cette voie. Donc, en tout cas, bravo, hein, c'est un excellent parcours. Moi, je voulais savoir, du coup, je reviens encore sur les collabs avec les marques, etc. Et toutes ces collabs, finalement, comment tu t'assures Enfin, faut qu'elles te vendent quand même le truc. Comment tu t'assures que ça fit avec ton univers et tes valeurs? Parce que c'est important pour toi. Ben déjà, je pense que sur mon site internet, c'est déjà bien mis en Bien valeur. marqué. Genre, je dis qu'est-ce qui m'intéresse dans mon travail à faire. Mhm. Donc, voilà, je dis que j'aime travailler sur les couleurs, sur la diversité et faire des visuels où on voit les gens heureux et unis no matter what. Et du coup, les marques savent ce que je suis capable de faire, enfin ce Ouais. que je suis intéressée de faire. Donc souvent, enfin on va dire tout le temps, c'est des projets qui me vendent. Déjà, voilà, c'est Mhm. déjà des choses Ouais. qui sont en lien avec ce que tu fais. On me quoi. demande pas de faire quelque chose de différent. Ok. On vient pour mon style, pour mes valeurs, c'est ça qui est. Et c'est quand même un privilège. Parce que tout le monde n'a pas cette chance-là de leur demander, bon alors, on vient pour ton style, tu vois. Souvent, on demande à des artistes lambda, bon bah tu peux faire ça, Ouais. On prend tu un peux peu ce t'adapter qu'on à trouve, ci et ou ça. puis- ouais. Il y a beaucoup de gens... Comme quoi, plutôt c'est ça. important vraiment d'avoir De- sa propre identité, son propre univers et de ne pas essayer de faire les choses comme tout le monde, finalement. Parce que c'est là que tu te perds. Et ça, c'est trop important, ouais. C'est de puiser en toi des choses, en fait. Ouais. C'est accepter de montrer une part de toi. En fait, c'est ce qui permet aussi aux gens de s'attacher à toi, à ton discours, tu vois. Si tu racontes pas qui t'es, on sait pas vraiment pourquoi on vient te voir. Qu'est-ce que tu ajoutes en plus que ces autres Ça, c'est un personnes-là, très bon tu vois. conseil pour les entrepreneurs. hein. Parce Pour que- tout, hein, je pense, pas que dans l'art. hein. Ouais. Qu'est-ce Ouais, que pour tu tous as- les entrepreneurs, ouais, pas que Qu'est-ce dans que tu l'art. ajoutes en plus, Ouais. ta Qui valeur. es-tu? Parce que finalement, quand on vient te chercher pour des projets, c'est parce que c'est toi. Surtout quand t'es pas quand t'es pas une grosse boîte, etc. On vient te chercher toi pour que tu aies un input, quoi. C'est vrai, c'est le côté humain, en fait, qui importe. Donc, vraiment, le storytelling est tellement important. Raconter son histoire, raconter les valeurs de son travail. D'accord. Donc, en tout cas, toi, là, aujourd'hui, tu te complètes dans l'entrepreneuriat. Tu te vois toujours entrepreneur. Oui. Toujours. Ok. Des fois, Mais c'est pas, vrai. pas forcément en France, alors. Là, tu disais que tu avais peut-être envie de repartir. Oui, Et t'irais où? le mieux du mieux, c'est de vivre aux États-Unis, mais d'un côté, c'est un pas à faire qui demande beaucoup. C'est-à-dire? Bah, Donc, déjà, les visas, tout ça, c'est faut- chaud. Bah, si, ça, je pourrais justifier assez plus Ok. facilement, puisque voilà, j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, je peux Mhm. montrer, voilà. Ah, ok. Ça, c'est pas un problème, je pense. J'avais regardé déjà et je connais d'autres artistes Qui l'ont fait. qui l'ont fait. Ok. Mais ouais, c'est
Les États-Unis, c'est pas un pays comme le Danemark, quoi. Ouais. Déjà, tu dois gagner suffisamment d'argent. Il faut avoir de l'argent pour vivre aux États-Unis. Ouais. Ça coûte cher. J'ai vu les loyers à New York, c'est Ouais. trop cher. Toi, tu veux être que à New York? Non, Si t'as bossé mais aussi je avec voudrais des vivre. boîtes à San Francisco. Oui, Bon, San mais Francisco aussi, c'est cher. pareil. En fait, peu importe. Voilà. Moi, je veux pas vivre au milieu des États-Unis. Je veux pas vivre dans un État où c'est pourri, non, où il y a personne à rencontrer. Donc, ce qui est intéressant, c'est New York ou Californie. D'accord. Atlanta, non? Non, je pense pas que ce soit très intéressant pour moi. À New York, c'est vraiment là où, par exemple, là, en ce moment, je fais pas mal de peinture et il y a beaucoup de galeries là-bas. C'est intéressant, tu vois. Il faut être sur place. Je peux pas le faire trop de loin pour ce genre de choses. Ouais. Et puis, il faut un budget. Et puis, il n'y a pas les frais médicaux comme ici. Ouais. Enfin, voilà. Et, là, je vais avoir un bébé, donc j'y pense. Félicitations. J'ai vu, mais j'ai rien dit. Mais j'ai vu un petit bidon. Oui, c'est pour pas longtemps. D'accord. Et donc il y a toutes ces questions-là à se dire. C'est un budget quand même. C'est pas pareil que de vivre en Europe où on a beaucoup de choses gratuites, tu vois. Donc, un truc à voir, que je réfléchis, mais qui n'est pas immédiat pour l'instant. Puis même en étant loin, j'arrive quand même à faire des choses. Ouais. En tout cas, c'est canon. Franchement, on espère que ça continue comme ça. Hein. Quel est le projet qui te fait rêver que tu n'as pas encore fait? Il y en a plein. Non, il y en a pas plein en fait. Je sais pas. C'est vrai, il y en a pas plein. Non, il y en a plein, il y en a pas plein. En fait, là, je voulais absolument faire un livre en français, justement sur ces questions de diversité et tout. Et finalement, ce livre-là m'est tombé dessus. Et là, on est en train de travailler dessus avec 2 autres personnes qui ont écrit. En fait, c'est les auteurs, ils ont vu mon travail. Bon, ils ont été référencés, on leur a parlé de mon travail. Et du coup, en fait, je fais un livre que j'ai toujours voulu faire. Donc ça, c'est trop cool. Et il va sortir cette année, en novembre. Ok. Tu nous tiendras au courant? Ouais, donc ça, c'est trop bien. Parce que il y a quand même des projets que j'aimerais bien faire en France, quoi. Et que c'est trop dur. Franchement, il n'y a pas... c'est pas encore là, en fait. Pourtant, on a l'impression comme ça, de temps en temps, bon après moi je parle toujours point de vue de marque, mais qu'il se passe des fois des choses en termes de représentation, qu'on a plus envie de mettre en avant, voilà, des profils, bon j'aime pas ce mot, mais enfin issus de la diversité qu'on a. Tu vois, t'as des moments comme ça où, non, tu sens pas toi ce moment? En vrai, de vrai, comme je t'ai dit, les gens qui sortent de l'école ne sont pas issus de la diversité. C'est faux. Dans les écoles d'art, il n'y a qu'à voir. Il n'y a pas, en fait. Donc, c'est rare. Et puis même, faut avoir les épaules pour supporter ça. Tout le monde qui est noir ou d'une autre couleur que blanc... ils ont peut-être pas envie de parler de là où ils viennent, ils ont juste envie de faire des dessins comme ils ont envie. Ils ont pas envie de se justifier tout le temps. Il faut aussi avoir... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait imaginer d'un point de vue marque, ici, qu'on commence à te faire ce genre de demande parce que, en tout cas, voilà, quand on parle de marque, en plus, toi, t'es dans le digital aussi, tu fais de l'illustration numérique et tout. On pourrait imaginer que ça y est, les marques se disent, nous, on a notre projet France. Et pour ce projet-là, on a identifié Aurélia. C'est pas encore arrivé. Là, j'ai fait... tu sais, à Citadium, il y a le magasin Nike. J'ai fait toutes les illustrations, là, les animations. Et l'équipe n'était pas française. C'était une équipe hollandaise. Ah, ok. Et c'était à Citadium Paris? Oui. Ah, c'est marrant, ça. Pourtant, il y a bien Nike France ici. Ils sont pas en charge de ça, je pense. Et puis, ok. Même, je pense pas qu'ils auraient pris mon profil. D'accord. Pour te dire une réalité. Parce que c'est trop engagé, mon travail.
Mais Voilà. nous, on a reçu, enfin, je dis nous, maintenant je suis toute seule, mais on a reçu l'année dernière, justement, dans la saison 1, une personne qui était chez Nike et qui s'occupait voilà, de tous ces aspects aussi, animation, de communauté. Derrière, il y a ces valeurs-là, tu vois. Bon, elle était plus, c'était un peu spécial comme job, mais elle était en charge aussi d'animer les communautés dans le 19e. Mais ils n'utilisent pas des illustrateurs. Ok. Il n'y a pas de ça. Cette culture d'illustrateur n'existe pas en En France. France, ouais. Ça n'existe pas. Mm. On n'y voit pas un avantage, en fait. D'accord. Alors Ok. que à l'international, moi, je travaille pour les Anglais aussi, ou les Allemands, il y a un intérêt. Ok. Ils le savent pourquoi on prend des illustrateurs. Et en France, il n'y a pas. Ok. Ça, c'est le point de vue illustration, mais après, tu fais plein d'autres choses différentes. Oui, Donc, parce que je sais pas, enfin, moi, ça m'arrive des fois d'aller dans des événements de marque. Bon, c'est vrai que souvent, ça tourne un peu autour du live painting, par exemple. Tu vois, toi, tu fais de la il y a peinture. beaucoup de ça. Bon, je sais que, en tout cas, enfin, par rapport à d'autres projets que j'ai eu à gérer, c'était pas si facile de trouver des gens qui acceptaient ça parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient un peu des animaux de foire, tu vois. Il y a là, un on te peu de ça, regarde mais aussi on est mal payé. en plus. Mais moi, en fait, pourquoi je veux pas trop bosser pour les projets enfants, c'est que t'es mal payé. Ah ouais, Les budgets, c'est pas la même chose. ok. C'est ce que je dis, genre... si j'arrive vraiment à en vivre, c'est pas parce que je bosse en France. Enfin, j'ai Ouais. des projets en France. Ouais. Les gens qui bossent en France, je sais pas comment ils font pour survivre, hein, je vous le dis. Ah ouais. Franchement. Pour en vivre bien, pour être confortable et tout, je sais pas. Hein. Bon. Donc, en tout cas, Les toi, budgets, c'est pas ouf. ça veut dire qu'il faut que tu continues à travailler pour tes clients anglais, américains, etc. Et- Après, il y a des marques aussi en France qui ont des budgets. Alors, dans le sport, il y a... D'accord. Dans le luxe aussi. Ok. Dans le luxe, bon, c'est très bien. Ouais. Mais t'as beaucoup bossé avec des marques de luxe? J'ai bossé une fois avec une marque de luxe française. Ok, tu veux le dire ou pas? Non, bah, je Non. peux pas trop le dire. En fait. Ah, ok, d'accord. Non, mais il y a des... Contrat de confidentialité. Mais ouais, c'est pas Et très cool. Ça Mais, ça t'a plu ou pas? C'était trop bien. Mais on a dû me dire, au final, non, on veut plus bosser avec toi. C'est vrai? Ouais. Bah, donc c'était pas cool alors. J'aime bien me dire que c'était cool. Mais c'était- Bah, en fait, l'équipe est vraiment sympa et tout. Et Ouais. je pense que le projet, il n'a pas été très bien manié parce que j'ai pas bossé avec un directeur artistique. D'accord. Et moi, je suis un outil. Si on sait pas m'utiliser, bah, on n'a pas ce qu'on veut. D'accord. Et moi, je sais pas, je peux pas imaginer ce que les C'est gens ça. veulent. Ouais. Tu vois, je suis pas dans Et leur les tête. marques, souvent, elles savent pas. Donc, c'est à toi de travailler un concept et bah, ça leur plaît ou pas. Il Finalement. faut qu'ils aient un directeur artistique. Mhm. Parce que c'est lui qui va gérer, parce qu'il connaît les deux côtés. Il connaît la marque, leurs valeurs, ce qu'ils Ouais. veulent Ouais. développer. Et Ouais. après, il connaît moi, Oui. comment Comment tu je travailles. travaille. Comment il doit Ouais, voilà. t'animer, etc. Et... Donc ça, se faire manager par... Enfin, pas manager, mais... Ouais. Échanger avec les gens, Échanger, par exemple, du voilà. marketing, ils comprennent pas. Non. Ils savent pas faire. Non. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, du coup, ça a fait un... C'est pour ça que ça a pas marché. Ok. Et c'est dommage. Mais bon, ça arrive. en tout cas, c'est quelque chose qui t'a quand même plu et que Oui. on sait jamais s'il y a Mais des il y marques avait plus. qui écoutent et qui est intéressée. En fait, maintenant, tu sais aussi comment il faut que ça se passe. Donc, tu leur diras, il faut qu'il y ait un DA, machin et tout. Oui. C'est ça qui est bien. Tu vois, dans toutes les expériences, on apprend, hein, même quand ça... Bah, eux Donc, aussi, ça ils ont fonctionne appris parce Ouais. que c'était un peu la première fois qu'ils bossaient comme ça. D'accord. Et puis, non, c'était trop bien parce que j'ai eu la chance de découvrir leurs locaux, de les rencontrer. Si dans l'avenir, en plus, ils m'envoient encore des échantillons de leurs produits encore aujourd'hui. Donc, D'accord. non, je pense qu'ils ont. Ouais, ils ont envie gardé une bonne relation Voilà. avec toi. On sent qu'il y a Oui. peut-être un truc qui va arriver. Ouais. Mais Faut pas- mieux c'est pas cadré, quoi. C'est pas parce que c'est un échec qu'il faut dire ah bah non, je veux plus bosser avec eux. Non. Il faut ouais. garder. Des fois, c'est un peut-être. échec, c'est relatif de dire que c'est un C'est échec. des grosses je trouve. boîtes. Et Ouais. donc, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans les boîtes. Et Ouais. c'est pas juste une personne qui en charge. Exactement. Il y a d'autres gens qui parlent. Ouais. Peut-être qu'entre eux, ça se passe pas bien. Donc, Ouais. du coup, ah non, mais vas-y, tu me saoules avec tes histoires, je Ouais. veux plus. Ouais. Donc, tu vois, c'est
plus gros que ce moi, que en soit, fait. ouais. Tu vois. Tout à fait. Donc, il faut relativiser vis-à-vis des échecs de collaboration. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois. Au début, j'avoue, j'étais triste, je me sentais pas bien, je remettais en question mon art. Mais en fait, non. J'ai appris que... C'est de la gestion de projet, donc c'est complexe. Ouais, il y a d'autres gens qui sont en charge de décisions et finalement, ils peuvent dire « Ah bah non, on n'a plus le budget. Ouais. Ah bah non, ça nous intéresse plus, on veut prendre une autre direction. » Alors que les gens avec qui tu étais en contact direct, ils aiment trop ton travail, ils veulent bosser avec toi. C'est et ça m'est c'est déjà arrivé. validation interne, quoi. Au début, ça m'est déjà arrivé d'avoir un projet qui n'a pas marché comme ça. Et puis après, ils sont venus vers moi 1 an après, Ouais. tu vois. Donc, c'est cool. Enfin, c'est... Donc voilà, donc des fois c'est une histoire de moment, c'est pas le bon moment, mais ça va se refaire. Les gens, Voilà. c'est agréable, des fois les gens Ça prend reviennent le temps. vers toi aussi dans 1 an ou 2 et c'est le bon moment et ça se fait Ça de prend le façon temps, fluide, en fait. quoi. Ok, Ça prend Ok. toujours le temps. non, c'est sympa. Eh ben écoute, je pense qu'on est arrivé au terme de notre discussion. Moi, j'ai fini toujours avec quelques petites questions. Mhm. C'est que toutes les deux, on a été il y a quelques années à We Love Green. Mhm. Donc, je sais que tu aimes la musique. Et ma question, c'est quel est ton dernier concert? Ah. Oh, oh. Ah si, je suis allée voir IBI. Ah, ok. Elles sont passées là... quand c'était en mars, D'accord. février, Ok. ouais, à Paris. Là. Ok. C'était trop bien. Bah ouais, IBI sur scène, c'est canon. Ouais, c'était Super. vraiment génial. Il y avait des couleurs. J'aimais bien comment elles étaient habillées. Ouais. Non, c'était vraiment bien. En plus, c'était l'hiver, donc ça apportait de la chaleur et tout. Ouais, c'était un bon... Ouais, je suis pas du tout étonnée par rapport à ce que je connais de toi. Enfin, ouais, c'est bien en ligne, IBI, avec tout ce que tu véhicules comme valeur, avec ton univers, etc. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Ouais, c'est cool. Quel est pour toi le meilleur album de tous les temps? Oh, C'est une question hyper dure que j'aime poser. de tous les temps, c'est dur quand même. Ouais, parce mais que- tu dois en choisir un. Prends ton temps. Hmm. Moi, je sais pas. Il y en a bien un quand même qui t'a marqué. Plus que les autres. Même si c'est dernièrement. Dernièrement, ça pourrait être dernièrement. Mais après, c'est un peu différent parce que quand j'étais ado, j'écoutais un certain style de musique, et musique. maintenant, ça a Aujourd'hui, ça a un évolué. peu changé. Ok. Donc, c'est dur, c'est dur. Il y a un album que j'écoute assez souvent. C'est Quadron. Elle est danoise, mais mais son album, c'est en anglais. D'accord, je connais pas pour le coup. Ouais. C'est quoi comme style On va dire soul, R&B, Ok. pop. Mhm. Ok. Donc il faut que j'aille écouter alors. Ouais, non, mais elle est super cool. Et le titre, c'est Hey Love. Ok. Mm. Ok, donc t'as trouvé. Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux? Ça, c'est important parce que tu as une grosse communauté, toi, en plus Ouais. de followers qui s'est construit au fil du temps. Alors, comment on peut te retrouver? En fait, sur Instagram, Ouais. on tape Aurélia Durand Mhm. et on trouve mon profil. Ok. Et c'est le réseau principal que Tu utilises. j'utilise. TikTok, Ouais. non. Des fois, mais on Mhm. peut taper aussi Aurélia Durand. Des fois, je publie. Des fois, j'ai des périodes où je fais bon, allez, vas-y, je m'y remets. Mais Ouais. bon, non. Ça prend plus de temps, hein, TikTok. Hein. Ça, Moi, je sais pas. J'aime bien, je suis de plus en plus dessus, mais ça prend du temps. Il faut définir vraiment sa stratégie, je veux dire, éditoriale et rester dessus. Et le montage, le machin, enfin, laisse tomber, ça prend du temps, quoi. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, c'était Cool. un vrai plaisir de t'avoir. Je te souhaite en tout cas beaucoup de réussite. Franchement, l'épisode, t'as partagé beaucoup de choses, donc merci. Et voilà, et à bientôt. Merci de m'avoir invité. Ciao. Culture Switch. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner une petite étoile,
plusieurs d'ailleurs, ou un avis sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, à le partager pour m'aider à avoir plus de visibilité. Merci, à très vite pour le prochain épisode. Oh, yeah.